Alors écoutez, effectivement, Marc-Antonin vient de vous le dire, ce sujet a été un sujet de prédilection puisque depuis maintenant bien des années, on espérait assister à une vraie re-régulation grâce à ces accords cadres internationaux. Et moi, je vous commente ce thème en partant de 30 ans après le premier accord cadre international. Alors c'est pour vous dire que tout ça ne nous rajeunit pas et que c'est effectivement un problème, puisque 1988, c'est le premier accord cadre international signé par Danone, mais c'est aussi la date à laquelle j'ai rencontré mon collègue Gilles Trudeau, et nous avons commencé à travailler ensemble en 1988, donc effectivement, on ne comptera pas le nombre d'années. Alors, nous avons fait... Comment ? Nous étions très 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 jeunes, mais nous sommes encore très jeunes dans notre tête et dans la volonté de travailler sur des sujets qui restent, vous allez le voir quand même, assez intéressants, même 30 ans après. Alors je prends la parole en premier parce que, en fait, le bureau de l'OIT de Paris nous a demandé de refaire des rapports sur ces accords cadres internationaux avec deux enquêtes importantes qui ont été faites sur le plan sociologique par Arnaud Pauline et sur le côté management par Rémi Bourguignon. Moi, comme juriste, j'ai été simplement chargée de faire une revue des recherches qu'il y avait eu sur le plan juridique, parce que c'est vrai que ce sont les juristes et les spécialistes de relations industrielles qui se sont lancés, la première thèse ayant été soutenue à Cambridge par René Claude, qui est ici, en 2006. Et depuis, il y a eu des ouvrages extrêmement importants, des recherches très importantes, et très dernièrement, la thèse tout à fait importante d'Oriane Lamine, qui n'est pas là, mais puisque j'ai appris qu'elle attendait un bébé, pour un jour à l'autre, la thèse d'Oriane et la thèse de Mathilde Frappard également. Et puis, il y a eu l'énorme ouvrage auquel ont contribué un certain nombre d'auteurs, dont Marc-Antonin, qui a été publié par le Comprasec à Bordeaux, qui a quand même, je crois, près de 800 pages, et qui est une somme. Donc, évidemment, dans ce petit rapport de 80 pages, moi, j'ai pu simplement représenter ces évolutions et finalement essayer de mettre en valeur deux, trois choses que je vais vous présenter là, sachant que, évidemment, c'est fait de façon extrêmement synthétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 30 ans ? D'abord, ils ont continué à exister. Et si vous voulez, compte tenu, évidemment, du paysage politique, du paysage juridique et des transformations du travail qu'il y a eu pendant ces 30 ans, eh bien, c'est un phénomène qui est remarquable, puisqu'en 2008, ils ne se sont pas arrêtés, et qu'on a à l'heure actuelle un peu plus de 300 accords cadres internationaux, dont 140 qui sont de portée mondiale, donc plus ou moins, puisque ça évolue régulièrement. Et avec la crise, on a continué à avoir à peu près chaque année une vingtaine d'accords nouveaux et d'accords de dimension mondiale, ce qui évidemment est une goutte d'eau dans un océan si on voit la progression des entreprises multinationales, mais montre que même quand il y a un contexte qui change autant ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, eh bien on conserve quand même des acteurs qui sont capables de se mobiliser et se mobiliser pour signer des accords. Donc, je vous rappelle, ce sont des accords qui sont signés entre une entreprise transnationale et une fédération syndicale internationale, sachant que les modalités de ces accords et de ces signatures des accords sont très différentes d'un accord à l'autre. Alors, la particularité, c'est que maintenant, on a, les deux grands pays d'origine de ces entreprises multinationales, ce sont la France et l'Allemagne. La France étant en premier, l'Allemagne en second. Un peu plus de 40 accords pour la France, un peu plus de 30 pour l'Allemagne. Les autres se répartissent dans une multiplicité de pays, y compris des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, et y compris maintenant des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, qui sont évidemment les nouveaux joueurs sur la scène internationale, qui ont aussi donné lieu à des entreprises qui ont leur siège dans ces pays et qui ont signé des accords cadres. Donc c'est une extension géographique. Ceci dit, la particularité évidemment de l'évolution, c'est que les acteurs se sont constitués, les fédérations syndicales internationales ont eu, vous le savez, une grande évolution depuis 2006, et ce sont maintenant les acteurs syndicaux de type mondiaux qui sont reconnus, puisqu'il y a eu un temps une grande discussion sur leur capacité à signer ces accords et notamment leur rôle par rapport au comité d'entreprise européen, puisque, encore maintenant, les comités d'entreprise européens sont encore sur le terrain
des acteurs privilégiés donnant une dynamique, puisque en fait, si on regarde le paysage juridique général, eh bien, effectivement, ce sont les seuls représentants des travailleurs de portée transnationale et obligatoire, en tous les cas, dans l'Union européenne. Donc ils ont cette place privilégiée d'avoir une représentation multiculturelle, j'allais dire, et qui font qu'ils sont les agents dynamisants de la conclusion de ces accords cadres internationaux. Alors pourquoi est-ce que je vous fais une présentation en parlant des accords mondiaux d'entreprise ? Eh bien tout simplement parce que si on veut aller très vite dans le résumé, qu'est-ce qu'on voit dans la période récente ? Eh bien on voit qu'on est face à des accords qui sont évidemment de type mondiaux, c'est-à-dire qui concernent plusieurs continents, hein, pas quand même toute la planète, mais quelquefois jusqu'à une centaine de pays, et qui dépassent justement ce cadre originaire qui était l'Union européenne où se sont développés ces accords. Mais surtout, c'est qu'ils sont de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus sophistiqués. Et ils sont sophistiqués de plusieurs façons. Ils sont sophistiqués d'abord parce qu'ils vont aborder des thèmes qui vont être des thèmes d'une grande diversité. Dans les premiers temps, on a eu surtout des accords qui concernaient les droits fondamentaux de la déclaration de l'OIT sur les droits fondamentaux des travailleurs, et puis les thèmes sont de plus en plus choisis. J'ai utilisé l'image du gant, c'est-à-dire que l'entreprise multinationale va se faire l'accord qui colle le mieux, comme le gant de cuir, vous savez, à la main, surtout quand il y a comme ça un gant qui est long, eh bien, va essayer de se faire l'accord qui colle le mieux à ses préoccupations, à sa structure, à son internationalisation, à ses acteurs, aux pays qui sont concernés. Donc on a une très grande diversité dans la configuration de ces acteurs, mais Arnaud et Pauline vous présenteront dans un instant une typologie. Ce qui est sûr, c'est que dans cette période récente, on n'a pas que les droits fondamentaux, que la santé et la sécurité. On va aussi avoir l'emploi durable, le harcèlement sexuel, etc., la formation, les compétences, etc. Donc on a une grande diversité. L'accord EDF de 2018 est un exemple du genre de ces accords qui sont plus sophistiqués, plus complexes, plus diversifiés sur leur contenu. Mais la particularité, c'est qu'ils ont également des procédures. Ils mettent en place des procédures, et des procédures qui sont axées pour permettre effectivement le règlement de ces conflits pour une meilleure effectivité. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des procédures le mieux adaptées possible pour articuler le niveau local et le niveau central. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, effectivement, il y a de plus en plus un phénomène, on va dire avec des guillemets d'institutionnalisation, c'est-à-dire des mécanismes qui se mettent en place pour rendre cet accord le plus effectif possible avec ce niveau local et ce niveau central. Donc c'est cette sophistication, on peut dire, et cette complexification, je n'ai pas le temps de rentrer évidemment dans les détails, mais eux, ils vont y revenir, qui est, si vous voulez, la marque qu'on est face à des accords mondiaux qui ont non seulement cette portée géographique, parce que ce n'est pas la même chose d'appliquer un accord dans déjà 27, 28, 27 pays de l'Union européenne, aussi diversifiés soient-ils, mais qui ont quand même ce cadre, si vous voulez, de l'Union européenne, et puis d'aller appliquer, si vous voulez, ces accords en Chine, au Chili, au Brésil, etc., etc. Donc on n'est pas seulement face à une extension géographique, on est sur des accords qui ont une nouvelle configuration, et il me semble que c'est intéressant, justement, d'adapter notre terminologie et de ne plus parler d'accords cadres internationaux, mais d'accords mondiaux d'entreprise. Et c'est ma petite idée que j'ai essayé d'apporter sur cette étude finalement de synthèse. Donc moi, je me suis contentée de travailler sur les études des autres qui sont remarquables et puis d'essayer d'aller montrer qu'il y avait un peu une évolution. Alors, accords mondiaux d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'ils amènent, ces accords mondiaux ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir dans le détail, aller voir sur le terrain, évidemment, grande différence sur tous les terrains, sur ces accords, sur leur application, sur leurs signataires, sur leur dynamique, etc. Donc on est face à une énorme diversité. Mais qu'est-ce qu'on peut voir quand on essaye de retirer ce qui apparaît ? On voit qu'apparaît d'abord, si vous voulez, l'émergence d'un dialogue social mondialisé. Donc je pense, je n'ai pas discuté avec Arnaud et Pauline, mais ils vont revenir là-dessus, qui apparaît de deux façons. Soit parce qu'il y a la constitution d'un dialogue social mondialisé, structuré de différentes façons, soit parce que ce sont les comités paritaires d'application de l'accord qui vont, par un effet réflexif, non seulement s'appliquer
à l'application de l'accord, mais aussi aller plus loin et constituer, par cet effet réflexif, un dialogue social qui est évidemment de portée mondiale. Quand je dis de portée mondiale, c'est évidemment avec des guillemets, puisque c'est en fonction évidemment du champ d'application juridique de l'accord mondial, à la fois en nombre d'entités, le plus souvent ce sont des sociétés et des sociétés filiales, mais ça peut aller jusqu'à inclure les sous-traitants, donc s'appliquer à la chaîne de valeur, ce qui est évidemment extrêmement intéressant, mais également, dans un cas comme Carrefour par exemple, aux franchisés. Donc le champ d'application de l'accord est un champ qui n'est pas seulement, si vous voulez, un champ en extension géographique, mais qui est une extension aussi quant à la chaîne de valeur qui va pouvoir être constituée. Alors tous les accords ne s'appliquent pas évidemment aux sous-traitants ni aux franchisés, hein, il y en a quelques-uns. Ils s'engagent d'ailleurs dans cette voie avec beaucoup de précautions parce que justement c'est trop compliqué, plus que 5 minutes. Donc premier élément, le dialogue social mondialisé. Deuxième élément, la construction de médiation. C'est-à-dire que ces accords, ils ne fonctionnent pas comme nos accords collectifs que nous avons eux-mêmes diversifiés au niveau national. Ils ont comme objectif, puisqu'ils sont d'application volontaire, de mettre en place des procédures qui sont des procédures de médiation, avec l'idée d'essayer de régler les conflits au niveau local et au niveau, vers le niveau central, avec une idée d'escalade et de procédure qui va permettre de trouver les bonnes solutions au plus près du terrain et au niveau central si c'est nécessaire. Mais dans un certain nombre d'accords, ou un nombre certain d'accords, on a maintenant des structures, des possibilités de recours à des médiateurs extérieurs ou à des arbitrages, et des arbitrages ad hoc, y compris un accord en 2016 Chibo qui nomme l'OIT comme arbitre dans ces accords. Donc il y a là un mécanisme, si vous voulez, qui se met en place, qui va structurer ces procédures de médiation, mais comme ces accords sont d'application volontaire, on est sur un mode qui est un mode collaboratif, avec des guillemets, évidemment, la notion de collaboratif, mais il faut trouver des solutions, parce que ces accords continuent à être signés, parce qu'ils sont d'application volontaire, parce que s'ils passaient à une application judiciaire, eh bien on est sûr qu'ils s'arrêteraient, puisque c'est évidemment la volonté des dirigeants, de la direction de ces entreprises, de signer ces accords, à la condition, on peut dire, à la condition qu'il n'y ait pas de conséquences judiciaires. Pourquoi ? Ils ont quand même, à mon avis, une dimension juridique. Je le développe beaucoup dans mon rapport, je ne le développerai pas ici. Tout simplement parce que la sanction n'est pas judiciaire, la sanction, elle est médiatique. Alors, on est face à une nouvelle figure qui n'est pas de la RSE, mais qui appartient quand même à la RSE, puisqu'on a quand même cette sanction qui est d'ordre médiatique. On a les motivations qui sont celles de la RSE pour signer ces accords. Et puis, on a les outils qui sont celles de la RSE, qui sont les multiplicités d'indicateurs. Je ne vous en ai pas parlé. Arnaud et Pauline, je pense, reviendront sur ce point. Donc, mais on est dans de la négociation, mais pas de la négociation, évidemment, collective de type traditionnel, c'est-à-dire national. On est sur une forme de négociation collective transnationale, mais qui n'a pas été encadrée par le droit, tout simplement parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de possibilité de régulation transnationale à l'heure actuelle. Donc, ce que Benoît Friedman appelle les OJNI, les objets juridiques non identifiés, on est sur une nouvelle figure, mais une nouvelle figure qui, quand même, revient avec une force dans ces nouveaux accords. Donc, premier élément, je vous l'ai dit, dialogue social mondialisé qui structure ces accords sur les accords mondiaux. Deuxième élément, la médiation, je viens de vous le dire, avec un nouveau mouvement d'expérimentation institutionnelle également. Et puis le troisième point, qui est peut-être plus original, et j'aurais bien passé mon quart d'heure là-dessus, qui est qu'on s'aperçoit, et ils vont revenir sur cette question, que ces accords permettent de dresser une cartographie sociale. Alors pourquoi cette cartographie sociale, elle est intéressante? Parce qu'elle oblige à donner une image sur les conditions d'application de ces accords. Si vous donnez un congé de maternité, par exemple, dans un pays qui n'en a pas, eh bien, il va falloir savoir pourquoi il y a des obstacles à la mise en place de ces congés de maternité, aussi bien sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan culturel, sur le plan social et bien évidemment sur le plan juridique. Et c'est cette cartographie sociale qui est le résultat indirect de la mise en place de ces accords cadres mondiaux, qui est, je crois, quand même une très grande nouveauté. On l'avait déjà vu avec les comités d'entreprise européens, que ça permettait d'avoir une carte de l'entreprise multinationale et de la façon dont on pouvait appliquer les droits. On le voit cette fois-ci au niveau mondial. Donc cette cartographie sociale est le point important. Alors sur le plan juridique, puisqu'il doit me rester peut-être qu'une minute,
Sur le plan juridique, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène, à mon avis, deux choses. La première chose, si vous voulez, c'est qu'on est avec une nouvelle approche du territoire. Lorsqu'il y a une usine qui s'implante, par exemple en Roumanie, on est sur un territoire qui va être limité. Mais c'est cette approche du territoire qui doit obéir maintenant à une nouvelle approche, puisque c'est ce territoire d'application de l'accord qui va être effectivement le lieu. Donc le territoire sur le plan juridique, ce n'est pas simplement le lieu d'application de la loi nationale, c'est le lieu d'application de toutes les règles qui sont induites par cet accord mondial d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a dans ces accords incorporé les droits de la déclaration de 1998 dans tous les accords, hein, donc on a incorporer ces droits fondamentaux qui vont s'appliquer dans ce lieu, et puis on va effectivement appliquer les autres droits qui sont reconnus, y compris d'ailleurs ces droits procéduraux, comme par exemple les droits d'alerte qui sont évidemment très importants quand un sous-traitant ne respecte pas la liberté syndicale, par exemple, dans son lieu de production. Donc le territoire doit donner lieu à une approche qui est différente, et sur le plan juridique, ça dissocie le territoire comme lieu d'application du droit national, puisque là, on est sur un lieu qui va obliger à appliquer toutes les règles et tous les droits reconnus par cet accord cadre international, qui lui-même est dans un cadre juridique qui a profondément changé ces 30 dernières années, puisque nous avons eu de la soft law au niveau international, et notamment les principes directeurs de l'ONU, avec l'obligation de vigilance, et puis les autres déclarations tripartites de l'OIT, etc. Donc une soft law internationale extrêmement complexe et exerçant une pression, et puis certaines règles de hard law, soit au niveau, notamment dans l'Union européenne, mais aussi au niveau national. Et c'est le deuxième élément. Donc territoire, 0 minute. Territoire, appliqué, reconceptualisation nécessaire du territoire avec une approche juridique complexe. Deuxième élément et dernier élément, c'est que cette cartographie sociale est un point extrêmement important pour l'application sur le long terme du devoir de vigilance, puisque nous avons également des règles de hard law qui se sont mises en place en France. Alors là, c'est le cas français, mais qui s'appliquent sur l'entreprise transnationale et qui nous obligent à faire une cartographie des risques dans le cadre d'un plan de vigilance et d'un plan de vigilance de nature mondiale. Donc comment est-ce qu'on fait cette cartographie des risques? Grâce à la cartographie sociale et grâce au réseau syndical qui s'est mis en place, grâce à l'accord mondial d'entreprise. Donc mes collègues reviendront sur ces éléments, et donc je m'arrête là, en terminant pour vous dire que je crois qu'on n'est pas seulement dans une nouvelle étape de développement, on est dans une nouvelle figure que j'appelle les accords mondiaux d'entreprise, et je crois que c'est intéressant de changer un peu notre terminologie pour rendre compte de cette nouvelle sophistication et de ce nouveau résultat de ces accords. Merci.